à nos deux intervenants. Je vais commencer par une introduction rapide, très rapide du sujet. Donc, le transhumanisme, c'est une idéologie qui s'est développée dans le cadre de la contre-culture californienne, entre guillemets, dans les années 70, et donc qui considère que l'homme, après avoir transformé son environnement, est voué à transformer sa propre personne, c'est-à-dire que c'est en quelque sorte dans le sens de l'histoire. Donc ce sujet est réellement un outil du débat politique qui suscite pourtant des opinions très polarisées, car elle interroge, disons, la notion même, la vision même de l'homme selon les différentes personnes et de son avenir dans le futur. C'est-à-dire que disons que l'idéologie transhumaniste promet des modifications fondamentales de l'homme et de son environnement. Donc le sujet du débat, ce sera sur le transhumanisme, utopie ou dystopie. C'est un sujet que nous avons pensé comme assez général, et donc ça va nous permettre justement d'ouvrir au maximum le débat. On va fonctionner avec une petite présentation générale du point de vue des deux intervenants qui vont parler pendant une vingtaine de minutes. Et ensuite, on va ouvrir pour, j'espère, une bonne heure de débat avec la salle. Donc, nos deux intervenants ici présents, on espère, leur position sont plutôt contradictoires, on va dire, car nous avons à ma gauche M. Marc Roux, qui a une formation d'historien, qui est président ou porte-parole de l'Association française de transhumanisme, et qui est auteur d'un ouvrage nommé Technoprog, le transhumanisme au service du progrès humain. Donc il va vous l'expliquer sans doute beaucoup mieux que moi, mais son idée est de faire rimer le transhumanisme et progrès social. Et en ce sens, il s'oppose quelque peu au transhumanisme classique américain, qui est plutôt libéral, libertaire, selon. À ma droite, donc, j'ai M. Miguel Benassaya, qui a un parcours complètement différent. Donc, il est d'origine franco-argentine. Il s'est illustré comme dans la résistance guévariste. Il est professeur et chercheur en épistémologie, ainsi que psychanalyste, si je ne me trompe pas. Et il est auteur d'un ouvrage Cerveau augmenté, homme diminué, où il traite justement de ces questions, des questions de l'effet des progrès de la recherche technologique sur le cerveau humain et sur l'homme en général. Et donc il est dans une critique du transhumanisme plutôt, sans verser pour autant dans ce qu'il appelle la technophobie. Donc j'espère qu'avoir justement dans chacun des deux camps qui sont très polarisés des positions plutôt ouvertes et plutôt aptes au débat pourrait rendre justement cette conférence plus intéressante. Donc voilà, sans tarder, nous allons commencer. Je pensais que vous pourriez commencer, monsieur Roux. Donc une vingtaine de minutes, essayons de ne pas faire trop long. Merci. Merci beaucoup, merci de cette invitation qui témoigne peut-être encore une fois du fait que le questionnement transhumaniste, qui était à peu près absent en France dans les débats il y a encore, je ne sais pas, disons 4-5 ans, est une question qui a commencé à en effet irriguer un petit peu toute la société. Maintenant, je crois qu'on entend parler un petit peu dans tous les médias, les conférences se sont démultipliées. Je vois et j'ai même assisté à quelques pièces de théâtre, voilà, c'est en train de se trouver partout. Ce qui me semble plutôt une bonne chose, pour ne pas dire une nécessité. La France a au moins une vingtaine d'années de retard, je pense, sur ce questionnement-là. Comme donc Oscar l'a dit, il me semble qu'il y a une difficulté à aborder le questionnement transhumaniste en France, parce que jusqu'à présent, il en a été fait une présentation univoque, je dirais très souvent très réductionniste. On accuse ou on taxe les transhumanistes de réductionnisme pour d'autres raisons, mais la présentation du transhumanisme est souvent très réduite, voire parfois caricaturale et même pire. Il y a de bonnes raisons, je pourrais presque dire d'un point de vue sociologique, pour comprendre pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là. Et je vais
peut-être rapidement faire une présentation par ce biais-là, si vous voulez. Donc, le mouvement transhumaniste, idéologie, bon, moi j'ai pas de problème avec les idéologies, simplement ça me semble plus touffu, plus complexe que ça, donc je dis plutôt mouvement de pensée ou mouvement culturel, disent certains. Certains, au contraire, disent philosophie transhumaniste, ça me semble un petit peu précoce. En tout cas, le mouvement, dans ses formes, disons, les plus contemporaines, dont vous avez peut-être entendu dire ou lu qu'il est sans doute apparu à la fin des années 70, début des années 80, en effet, aux États-Unis, mais encore plus précisément dans la Californie, de la période de la fin de la période de l'âge hippie, si on peut dire, et du début de la période geek, et en effet dans un environnement libéraux de tout point de vue, libéral, libertaire, donc on appelle parfois libertarien, donc à la fois très individualiste, libéraux sur le plan des mœurs, mais en même temps complètement libéral du point de vue de l'économie, au sens tout à fait français du terme. Or, du coup, quand les gens ont commencé à s'intéresser de ce côté-ci de l'Atlantique et en France à ce que ça pouvait être le transhumanisme, eh bien, ils ont considéré, ça paraît logique, que pour bien le comprendre, il fallait aller puiser à la source. Et donc, ils se sont notamment intéressés au transhumanisme anglo-saxon, et notamment à celui qui avait émergé de cette Californie-là. Et depuis, ils ont répété que voilà, le transhumanisme, c'était essentiellement un mouvement individualiste, libertarien, etc. Or, ils ont raté plusieurs étapes, c'est-à-dire que dans les décennies qui ont suivi cette période-là, ce mouvement de pensée a continué à évoluer. Il a fait un sacré chemin. Si on est un petit peu plus attentif, on se rend compte que ces premières déclarations, qui étaient les plus radicales, alors, la mort de la mort, hein, différentes manières de le dire, la prétention, la promesse d'une immortalité, la proposition de se débarrasser de la souffrance, de la vulnérabilité, etc., du handicap. Ces formulations-là, assez rapidement, elles ont commencé en fait à être écrites, modifiées. Par exemple, alors que la première déclaration transhumaniste, c'est 1998, où en effet, c'est à peu près 4 propositions sont affichées, dès 2002, vous avez une reformulation qui commence à parler de souffrance involontaire. Donc c'est pas du tout la même chose, on pourrait être amené à en reparler, parler de éliminer toute souffrance ou éliminer la souffrance involontaire, déjà, il me semble que c'est une évolution conséquente. Ensuite, et plus important sans doute, il a précisé, même ce premier transhumanisme, que quand il parlait d'immortalité, en fait, ce dont il voulait parler, c'est ce qu'on peut appeler parfois une immortalité biologique, ou qu'en France, plus exactement, avec par exemple Edgar Morin depuis les années 50, on pourrait appeler une amortalité, avec un seul M, ce qui signifie en fait simplement une existence dans laquelle on se serait débarrassé pour l'essentiel des maladies et du vieillissement. Ça paraît énorme, hein, plus de vieillissement. Mais là aussi, on pourra en rediscuter. Il me semble que la différence entre cette perspective-ci et celle d'une immortalité absolue, donc a priori, même une immortalité divine, ne mourir jamais, d'aucune manière, en aucun lieu, même d'aucune façon, même à la limite contre sa propre volonté. Hein, l'immortalité absolue, c'est ça. Eh bien, il me semble que ça fait une sacrée différence. Cette évolution, elle a continué encore, notamment dans les années 2000. Dans les années 2000, il se passe 2-3 petites choses intéressantes pour comprendre là où se trouve le mouvement transhumaniste et la pensée transhumaniste aujourd'hui. D'abord, la veille des années 2000, 1998, en même temps qu'est fondée la première grande organisation transhumaniste internationale, la WTA, World Transhumanist Association, eh bien, vous commencez à voir apparaître des courants un petit peu distincts. Surtout, vous constatez qu'une des personnes qui est co-créatrice de cette organisation, c'est ce philosophe suédois dont vous avez pu entendre parler ces dernières années, qui s'appelle Nick Bostrom. Nick Bostrom, on en a entendu parler parce que notamment ces 10 dernières années, il s'est intéressé à la question de l'intelligence artificielle et notamment de l'intelligence artificielle forte. On sera peut-être amené à le redire, il est sans doute à l'origine de tout ce qui s'est passé depuis l'année dernière à propos donc de la crainte qu'une intelligence artificielle de ce genre nous échappe. Vous savez, la déclaration de Stephen Hawking, Elon Musk et Bill Gates. Tout ça, on pourra en reparler, vient notamment des travaux de Nick Bostrom. Mais le mec, Nick Bostrom,
quasiment dans la même période, il est cofondateur d'un think tank américain qui s'appelle IEET, Institute for Ethics and Emergent Technologies, donc l'Institut pour l'éthique et les technologies émergentes. Mais celui-là, de cercle de réflexion, il le crée en compagnie d'un Américain qui s'appelle James Hughes. Mais la particularité, c'est que Hughes, lui, il n'est pas issu de la Californie, c'est un Américain de la côte Est, et il conçoit les choses très différemment. Il est le premier, sans doute, à commencer à réfléchir à ce qu'il appelle d'abord un transhumanisme démocratique. Il faut l'entendre en anglo-américain, democratic transhumanism. Et dans sa bouche, quand il utilise le terme démocratique, quand il utilise le terme libéral, liberal, en fait, ça veut presque dire de gauche. Une interprétation du transhumanisme, donc, bien différente de celle qu'on peut trouver de l'autre côté des États-Unis. Progressivement, je ne sais pas ce que c'est le mot, c'est le cas de le dire, il invite à dire la même chose avec un autre mot. Il découvre avec des amis le terme technoprogressisme. Et depuis, il promeut notamment cette appellation. Technoprogressisme, pas du tout dans l'idée de juste faire progresser la technologie, on n'en a rien à fiche. Le progressisme est ce qu'il est toujours depuis au moins le 19e siècle dans cette conception-là, c'est-à-dire que c'est évidemment un progrès de l'humain dont il est question, avec la technique, entre autres par la technique, mais c'est toujours le bon vieux progressisme qui avait été défini, disons par les socialistes par exemple du 19e siècle. Donc c'est dans ce cadre-là qu'il commence à développer sa réflexion. C'est un transhumanisme qui remet au centre d'abord la question sociale. Ensuite, et avec Neil Bostrom, c'est un transhumanisme qui se préoccupe très sérieusement de la question des risques. Et alors là, on peut décliner un petit peu, principalement d'abord peut-être les risques sanitaires et de manière plus générale les risques environnementaux. Ce qui explique, par exemple, la poursuite du travail de Nick Bostrom sur ce qu'il appelle les risques existentiels, c'est-à-dire les risques qui mettent en jeu l'existence de l'humanité tout entière. Donc, par exemple, les conséquences catastrophiques d'une intelligence artificielle forte qui nous échapperait complètement. Intéressant, me semble-t-il également, de signaler que dans le début des années 2000, le même James Hughes, dont j'ai parlé un instant, devient le président de l'association internationale transhumaniste, donc WTA. Au passage, d'ailleurs, sur son... notamment sur sa chaussée, en fait, il décide, lui et ses proches collaborateurs, de lui faire changer de nom, et depuis, elle s'appelle Humanity Plus. Mais Humanity Plus et WTA, c'est la même chose. Mais il y a un choix un peu stratégique de mettre un petit peu en arrière le mot transhumanisme, parce qu'ils étaient déjà, même aux États-Unis, gênés par les critiques, ou pour pas dire les caricatures que subissait le mot transhumanisme, c'est-à-dire qu'on l'associait systématiquement encore donc au transhumanisme libertarien des origines. Le fait qu'un Hughes, qui représente donc ce technoprogressisme, soit élu à la présidence de l'Organisation internationale transhumaniste, c'est déjà quelque chose de très significatif. Et le même Hughes cherche à comprendre et il fait faire des enquêtes internes à l'organisation. C'est intéressant de jeter un œil sur ce que ça donne. Enfin n'importe qui peut aller trouver ces chiffres, et on se rend compte que, donc il pose des questions à travers, c'est pas lui, c'est les collaborateurs qui ont fait l'enquête, et ce qu'il en ressort, c'est que la frange libertarienne, les gens qui s'y reconnaissent, qui affirment se reconnaître dans cette expression-là du transhumanisme, à ce moment-là, il le fait 3 fois, il y a 3 enquêtes de 2000 à 2007, c'est à peu près 20% des membres de l'organisation. L'organisation qui, à cette époque-là, rassemble à peu près quelque chose comme 2000 personnes. C'est pas gigantesque, mais ça vous donne une idée du rapport. Les partisans de ceux qui se retrouvent dans la définition de ce techno-progressisme, à caractère social, ça représente à peu près 40%. Et puis tout le reste, il en manque, donc se répartit dans des gens qui se réclament, je sais pas moi, du techno-gaïanisme par exemple, ou d'un transhumanisme chrétien. Donc il y a quantité dans l'enquête en question, il y a peut-être une vingtaine de choix possibles, donc ça s'éparpille beaucoup. Mais une fois que même on a regroupé par grande catégorie, eh bien il ressort à peu près ce genre de résultats.
Ce qui amène à dire que dès le milieu des années 2000, les militants, les penseurs du transhumanisme sont quasiment à l'opposé de l'image que vous pouvez en avoir, par exemple en France encore aujourd'hui. Et dernier élément qui me semble intéressant pour réfléchir à tout ça, eh bien, si on vient maintenant en France, donc à la fin des années 2000 à peu près, depuis 2007, donc il y a un premier groupe qui commence à se constituer, à se structurer, et vous pouvez constater que c'est le seul groupe qui a réussi à exister dans la durée. Pour être honnête, je peux rappeler que de 2002 à 2008, il y a un petit groupe d'une dizaine de personnes qui s'appelait les Mutants, qui principalement s'exprimaient sur Internet. Vous pouvez retrouver leur site, lesmutants.com, et qui ont produit un certain nombre de textes. Mais je les connais un petit peu, c'était vraiment une poignée. En plus de ça, ils n'ont pas cherché vraiment à se développer. C'était un groupe de copains, la plupart, qui se retrouvaient. C'était un transhumanisme beaucoup plus radical et beaucoup plus en phase avec le premier transhumanisme anglo-saxon, disons californien. Celui qui a perduré, qui s'est donc développé, et qui, aujourd'hui, semble bien être le seul à pouvoir exister dans un pays comme la France, c'est celui qui se réclame d'un techno-progressisme, et donc qui est représenté par l'association française transhumaniste Technoprog. Donc tout ça pour dire que l'image d'un transhumanisme, encore une fois, libertarien, dans les mains ou exprimé uniquement par les grands groupes américains de la Silicon Valley, les GAFA, vous savez, Google, Apple, Facebook, Amazon, ajouter Microsoft, IBM, Oracle, etc. Donc le capitalisme qui vient du monde du digital. Eh bien, cette vision-là, elle est essentiellement, à mon avis, une construction. Elle est une construction médiatique, elle est une construction qui provient également de la part de tout un ensemble de critiques qui représentent un petit peu l'académie, si je peux dire, en France, des personnes comme par exemple le philosophe Jean-Michel Beignet, que plusieurs d'entre vous ont peut-être lu, ou d'autres critiques plus ou moins, on est dans le monde littéraire. Enfin, aujourd'hui on a beaucoup de monde, à vrai dire, je ne vais pas les grainer, ça peut être Bernard Stiegler, ça peut être Eric Sadin, ça peut être... Alors, je ne vais pas dire Miguel Benassayag, parce que je trouve que Miguel Benassayag est un petit peu ailleurs dans ce paysage, mais il nous le dira lui-même. Donc il y a, me semble-t-il, une construction qui en fait est essentiellement, ou en très grande partie, fantasmatique du transhumanisme, et qu'il est ensuite bien commode de critiquer, puisque on commence par créer une diabolisation. Le transhumanisme est eugéniste, c'est une forme d'eugénisme. Le transhumanisme donc nous promet l'immortalité, on l'a dit. Le transhumanisme ne peut être qu'une émanation du grand capital californien, etc. Donc une fois qu'on a construit ce transhumanisme-là, eh bien, en effet, ensuite, il devient relativement facile, surtout en France, de tirer un boulet rouge dessus pour dire tout le mal qu'on en pense. Je préciserai qu'on a eu droit à Jacques Testard comparant le transhumanisme au djihadisme, ou encore un bon nombre de points de Godwin récoltés dans ces dernières années, c'est-à-dire que les comparaisons à l'hitlérisme, au nazisme sont fréquentes. Donc voilà, j'ai voulu insister sur ces aspects-là, et évidemment à travers le débat que nous allons avoir, j'espère au contraire vous montrer en positif ce dont parle réellement le transhumanisme en général, parce qu'encore une fois, même le transhumanisme américain est souvent beaucoup moins caricatural que ça, et encore davantage ce dont parle réellement le transhumanisme francophone, je dirais, parce que l'association française, en fait, elle est en bonne partie belge, suisse, un peu québécoise, un peu africaine d'ailleurs aussi, donc ça va bien au-delà de la France. Alors quand même, il me reste à peu près 4 minutes. Je peux donner quand même quelques petites pistes, si vous voulez. Donc, le point d'entrée, ce qui est sans doute le plus fréquent et qui est le plus important, en tout cas le plus important à définir, c'est ce que j'ai commencé à dire. Le transhumanisme en général, de notre point de vue, et le transhumanisme francophone encore plus, travaille, réfléchit aux conséquences, aux possibilités, aux dangers et aux intérêts
d'une immortalité. C'est-à-dire, je le répète, la possibilité d'une vie avec un nombre de maladies, notamment maladies mortelles, bien moindre, la possibilité, en fait ce que fait la médecine aussi, hein, c'est-à-dire par exemple d'une éradication, ou pratiquement d'une éradication des cancers, en tout cas de transformer les cancers en des maladies chroniques, et non plus des maladies mortelles, entre lesquelles pour un grand nombre on n'a absolument aucun levier. Et puis, peut-être encore plus impressionnant si vous voulez, la perspective d'une compréhension des processus du vieillissement, évidemment dans l'idée de les contrôler ou de pouvoir choisir, de pouvoir faire des choix par rapport à ces processus. Des choix qui pourraient, si on pousse encore un petit peu plus loin, aller jusqu'à par exemple à une réversibilité du vieillissement. Alors là, on peut rentrer dans les détails, c'est-à-dire qu'il faut discuter avec les biologistes, hein, il faut discuter avec les médecins, il faut discuter avec les neuroscientifiques, Miguel fait un petit peu partie, pour essayer de comprendre dans quelle mesure c'est du grand n'importe quoi, c'est du fantasme, ou bien dans quelle mesure il y aurait des éléments qui pourraient être réalistes tôt ou tard. Donc ça c'est la première entrée, mais le technoprogressisme se soucie également d'autres choses. Un deuxième exemple qui est tout à fait dans l'actualité, et qui vraiment concerne le transhumanisme, le technoprogressisme, c'est la place de la machine, la place de l'intelligence artificielle, la fusion déjà entre les deux, c'est les progrès de la robotique, de l'automatisation en général. Quelle perspective est-ce que cela implique dans un cadre transhumaniste? Pour le dire très rapidement, les transhumanistes, depuis très très longtemps, disons, n'ont pas attendu Benoît Hamon, par exemple, pour considérer que, en effet, il y avait toute chance de penser que... J'ai face à moi quelqu'un que je peux me permettre de dire son nom, qui s'appelle David Adapi, qui a inventé une expression, en tout cas je ne connaissais pas cette expression avant lui. Il parle de transition laborale, pour reprendre l'idée d'une transition démocratique. C'est-à-dire une période dans laquelle on a un premier phénomène qui disparaît dans la transition démocratique, c'est la mortalité qui s'effondre d'abord, puis quelques temps après on a la natalité qui s'effondre, et dans l'entre-deux on a une crise, hein, on a une crise de surpopulation par exemple. Dans l'idée de la transition laborale, on a d'abord donc une automatisation galopante, mais dans un premier temps on veut à tout prix garder l'emploi, et ça n'est que dans un deuxième temps qu'on se rend compte, ou que par la force des choses, eh bien, on en arrive à un effondrement également de l'emploi ou du travail, tel qu'on le concevait dans la période précédente. Et dans l'entretemps, on est dans une crise terrible et on a du mal à concevoir comment pourrait devenir la société au-delà de cette crise. C'est également une préoccupation tout à fait importante des techno-progressistes, et ils travaillent dans cette direction également depuis longtemps. Bon, mon temps se termine, donc je ne vais pas la faire plus longue, et j'espère qu'on aura l'occasion d'aborder d'autres aspects de tout cela à travers les questions. Merci. Bon, merci beaucoup d'avoir bien respecté le temps. Alors, monsieur Miguel Massénet, pour une vingtaine de minutes également. Oui, ça fonctionne. A priori, il faut appuyer où? Si, je crois que ça fonctionne. Bon, d'accord, oui, ça fonctionne. Bon, alors, bonsoir, merci de l'invitation. En fait, il y a quelque chose un tout petit peu de dissonant par rapport à ce que Marc vient de dire, parce que Marc il a expliqué un tout petit peu un mouvement, non, et les ailes d'un mouvement, les tendances d'un mouvement. Et alors je pensais, mais c'est un peu bizarre, parce que c'est un tout petit peu comme s'il parlait d'un mouvement de musique. Or moi, c'est pas ça mon problème, moi mon problème c'est la musique. Alors je m'explique, moi ça fait, c'est gentil de dire que je fais un peu de sciences neurophysiologiques, parce que ça fait quand même 35 ans que je travaille dans la neurophysiologie, dans la recherche. J'espère que grâce aux amis trans européens, et je pourrais continuer à travailler 100 ans après, mais pour le moment déjà ça fait 35, ça donne une certaine légitimité. Alors moi je vais parler boutique, je ne vais pas parler de mouvement, parce qu'effectivement comme l'a dit Marc, je ne me situe pas par rapport au transhumanisme du tout. Alors d'abord juste un petit truc
archiboutique, il ne faut pas confondre la médecine de la réparation avec la médecine de la augmentation. C'est-à-dire, il faut un tout petit peu voir qu'effectivement, souvent, comme ça, de façon un peu idéologique, un peu rhétorique, on dit que voilà, les gens qui sont un tout petit peu, comme moi, un peu sceptiques par rapport aux promesses messianiques des transhumanismes, on dit, mais tu es bioconservateur parce que, imagine-toi, les enfants qui ont la mucoviscidose, je ne sais pas quoi, bon, effectivement, je ne sais pas, depuis que j'ai commencé médecine avec Hippocrate à l'époque, on voulait effectivement réparer tout ce qui soit réparable, effectivement. Donc, il ne faut pas confondre réparation, augmentation, c'est ce que je vais essayer de vous dire. Mais alors, 2 ou 3 choses par rapport à la boutique. Par rapport à la boutique, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, nous nous trouvons aujourd'hui dans un moment dans lequel la révolution digitale a été capable d'avancer dans des domaines que jusque-là c'était inimaginable. Par exemple, pour quelqu'un comme moi qui travaille dans la neurophysiologie, j'ai commencé avec quelqu'un qui était très connu, qui s'appelait Varela, qui a fait une révolution dans la neurophysiologie et la perception. Effectivement, pour des gens comme nous, vous imaginez qu'on avait l'électroencéphalogramme pour voir comment fonctionnait plus ou moins le cerveau. Et maintenant, effectivement, grâce à l'imagerie médicale, nous pouvons voir exactement qu'est-ce que se déclenche quand il y a une pensée, quand il y a un sentiment, quels sont les circuits empruntés pour des pensées, par exemple, qui touchent à l'éthique ou qui touchent à l'amour. C'est-à-dire qu'on est capable, entre l'électricité et la chimie, c'est-à-dire la voie électrique du cerveau et la voie chimique, c'est-à-dire les neuromédiateurs, on est capable de connaître beaucoup. Alors, cette connaissance, elle s'est faite par un biais qui est fantastique, qui est le biais de la digitalisation, c'est-à-dire la discrétisation de l'objet modélisé. Alors, la modélisation procède bien entendu par un réductionnisme, parce qu'en science il n'y a pas de recherche sans réductionnisme, c'est-à-dire que ça n'existait pas une recherche holistique, n'est-ce pas? C'est-à-dire tout est dans tout, alors si tout est dans tout, tu rentres chez toi parce que la recherche doit réduire. Donc la utilisation des modèles digitales, bien entendu, ça ne vexera personne dans un laboratoire de dire vous opérez par un réductionnisme, c'est-à-dire que les modèles, il peut modéliser certaines choses, mais il ne peut absolument pas modéliser un tas d'autres choses. C'est-à-dire, pour vous dire un tout petit peu, petit truc boutique, mais c'est très clair, quand nous modélisons quelque chose, toute modélisation procède par la capture des points de ce que je vais modéliser, cette bouteille. Alors, la modélisation procède par capture des points, n'est-ce pas? Or, je mesure comme un point ce que dans la réalité de l'objet existe comme un intervalle. Vous voyez? Ça, c'est une limite structurelle. Je peux démultiplier les points de capture, vous voyez, mais la limite structurelle, c'est que je ne peux pas modéliser ce qu'en maths de base on appelle les transfinis, n'est-ce pas, qui existent entre 2 points, hein, les infinis qui existent entre 2 points. Autre problème, c'est qu'effectivement, la modélisation ne peut pas procéder à une synthèse computationnelle, n'est-ce pas, d'un modèle, d'un système dynamique et évolutif. Autrement dit, d'un système, par exemple, vivant. N'est-ce pas? Alors, ça, c'est aujourd'hui. Ça, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, la modélisation, donc, est un instrument fantastique qui nous permet d'agir comme on a toujours agi, hein, c'est-à-dire parce qu'il n'y a jamais eu de modèle qui parle de la vérité vraie. Il n'existe pas de modèle hyper réaliste. Tout modèle est une représentation. Bien. Les problèmes commencent quand, à partir de ces connaissances comme ça très très poussées,
dans la biologie moléculaire, il commence à apparaître les premières hypothèses qui sont les hypothèses de ce qu'on appelle, dans un raccourci, les mondes légaux. C'est-à-dire, quand tout à coup vont apparaître les premières hypothèses qui disent mais finalement, le vivant, pour aller vite, est composé des particules élémentaires que je peux agencer et transformer comme je veux. Et ces particules élémentaires-là, vous voyez, c'est-à-dire que tout est bottom-up. Hein. Alors, l'idée des bases de la biologie moléculaire, qui est quand même très fondamentale, très centrale dans les modèles épistémologiques actuels, c'est-à-dire que ce n'est pas que la biologie moléculaire. La biologie moléculaire est une des sources importantes, mais bon, je parle de ce que je connais. Alors donc, dans la biologie moléculaire, il va y avoir un croisement qui, sans ce croisement-là, on ne pourrait pas comprendre les promesses transhumanistes. Le croisement est, d'une part, dire la vérité, c'est qu'il n'y a pas de structure du vivant. Hein, c'est ce qu'il dit un très grand épistémologue français, qui s'appelle Jean Petitot, qui explique qu'au fait, il n'y a aucune structure qui se transmettrait. La vie ne transmet pas des structures ou des dispositifs dynamiques, comme on veut l'appeler. Tout ce qu'il y a, ce sont des sauts dans la complexité. Vous voyez que tout est bottom-up. Tout vient d'en bas vers le haut. Et donc, que la vie, finalement, c'est un assemblage de particules élémentaires que j'assemble à la fois que j'assemble et qu'il y a la vie. Si nous acceptons cette hypothèse-là, effectivement, nous pouvons déconstruire les génomes de quelqu'un, on peut déconstruire les vivants, n'est-ce pas, et faire marche arrière, marche avant, etc. Mais le problème, c'est que là, on est en train de traiter des particules élémentaires comme des quantités d'informations. C'est le deuxième point. Vous voyez, d'abord, on dit qu'il n'y a que des particules élémentaires agencées, donc il n'y a pas de structure. Vous comprenez ce que ça veut dire, la structure? Ça veut dire qu'un chat, il est fait des parties. D'accord. Alors, nous, en biologie, parce que nous, on est humblement comme ça, en biologie, vous voyez, on n'est pas des idéologues, on démonte un chat, mais pour le remonter, on a du mal, vous voyez. Et en revanche, vous démontez une machine, et pour la remonter, si vous n'êtes pas moi, vous arrivez. Et alors donc, effectivement, le premier point, c'est le point de l'hypothèse fondamentale, aujourd'hui très, très centrale, de la dislocation de tout lien organique. Et la deuxième hypothèse fondamentale pour comprendre les promesses transhumanistes, mais ce n'est pas que le transhumanisme, c'est ce qui oriente aujourd'hui la recherche en général. Il faut dire, le transhumanisme, c'est la partie émergée de l'iceberg, comme avec cette figure écoulée, n'est-ce pas? Parce que ce qui vient derrière, c'est que dans tous les laboratoires, tout le monde travaille grosso modo comme ça. Alors, c'est quoi la deuxième grande hypothèse? La deuxième grande hypothèse est tout est information. Tout est information veut dire que finalement, la matière qui résiste, la matière qui est là, n'est pas autre chose qu'un agencement d'une quantité d'informations. Vous voyez? Que je peux agencer comme ça, ça résiste. Je peux agencer comme si, ça ne résiste pas. Vous voyez? Donc, il y a quand même, au cœur de ça, je vais très vite par rapport aux 20 minutes en question, au cœur de ça, il y a quand même cette hypothèse très lourde qui est une hypothèse de dématérialisation et de dislocation. Vous voyez, c'est les deux hypothèses de base. La dématérialisation, c'est-à-dire tout est information, il n'y a que des unités d'information, et tous ne sont que des particules élémentaires. Bon. À partir de là, effectivement, tout mon travail, qui n'est pas du tout de contestation idéologique de quelque courant que ce soit, c'est-à-dire vraiment je m'en fous, alors, sincèrement, ce n'est pas un problème. Tout mon travail, c'est d'essayer de voir quelles sont les invariantes dans les organismes vivants, non, juste, quelles sont les invariantes que si je démonte, je m'attaque à la vie de cet organisme, de cette espèce. Vous voyez, c'est-à-dire que, donc nous partons de l'hypothèse qu'effectivement, il y a une différence irréductible, radicale, entre robotique, intelligence artificielle, toute la haute technologie actuelle. Il y a une différence fondamentale entre ça et le vivant, et il faut étudier ça. Et pour aller très vite, parce que voilà,
je n'ai aucun doute en tant que chercheur, mais aucun doute, et c'est mon travail dans les bouquins sur le cerveau par exemple, je n'ai aucun doute que nous sommes dans un passage de hybridation entre les vivants et l'artefact digital. Et tout mon travail était, d'abord j'ai commencé à travailler, tu as vu le film qu'on avait fait, on a commencé à travailler avec des appareils intrusifs, c'est-à-dire par exemple on a travaillé avec l'implant cochléaire, qui permet que les sourds entendent, voyez. Mais après j'ai travaillé pendant très longtemps sur des appareils non intrusifs, ça veut dire les portables, les GPS, pour montrer, chose que j'ai effectivement vue, n'est-ce pas, comment par la seule utilisation, par la seule promiscuité avec des appareils digitaux, il y a des transformations d'abord physiologiques et après anatomiques du cerveau. Alors je vous la fais rapidos, par exemple le truc plus rigolo pour nous, hein, c'était les fameux trucs des chauffeurs de taxi qui commencent à conduire. Alors là il y a une étude sur les chauffeurs de taxi qui commencent à conduire à Paris et à Londres. Pourquoi? Parce que ce sont deux villes labyrinthiques, vous voyez, c'est-à-dire compliqué, c'est rappelé, c'est pas carré. Et alors donc, les Parisiens ont commencé à conduire avec GPS, les Londoniens conduisaient sans GPS comme toujours. Au bout de 3 ans, l'ensemble des chauffeurs test connaissaient des atrophies des noyaux sous-corticaux qui s'occupent de cartographier le temps et l'espace. Le temps et l'espace, vous voyez? C'est-à-dire que tout à coup, alors ça obéit à des trucs, voilà, je ne vais pas expliquer en 20 minutes, mais qui sont des trucs fondamentaux dans le fonctionnement neurophysiologique, c'est que le cerveau délègue des fonctions, vous voyez? C'est-à-dire que il faut l'imaginer comme un muscle, c'est vrai que cette comparaison est stupide avec les muscles, finalement ça fonctionne, c'est-à-dire que si vous avez une machine qui soulève votre valise, bah, petit à petit, vous n'avez plus besoin de muscles. Vous voyez, bon, le cerveau fonctionne comme ça. C'est-à-dire que si une machine s'occupe de ça, il ne fait plus ça. Ça, c'est un élément qui, dans la biologie de l'évolution, est absolument connu, parce que toujours, il y a eu délégation des fonctions entre espèces. Vous voyez, dans l'évolution des espèces, une espèce ne s'occupe plus de ça, l'autre espèce s'occupe. Bon. Alors donc, voilà, mon travail était un travail dans lequel ce que je montrais est comment le cerveau commence à déléguer des fonctions, par exemple, comment on n'arrive plus, par simplification neuronale et de l'architecture du cerveau. C'est pas pareil quand quelqu'un appuie un bouton pour savoir le résultat d'une racine carrée ou quand il fait la racine carrée. Alors, pour le faire archi vite, ce qui s'est passé, c'est que quand je finis ce bouquin, mais à part les articles, là, j'ai fait le bouquin, je pensais que tous les biologistes, médecins et chercheurs, plutôt pro-transhumanistes, on ne parle pas de transhumanistes, nous on parle de vraiment ce qui est le projet actuel de l'ensemble de la société, qui est la production d'une sorte de fonctionnement post-organique, on dirait. Ça serait beaucoup plus juste de parler de post-organicité, parce que même par rapport aux transhumanistes, le problème c'est que c'est trop facile de dire que les transhumanistes sont des allumés. Le problème, ce n'est pas si les transhumanistes sont des allumés. La question, c'est que l'orientation générale de la recherche est de construire des entités post-organiques. Bien. Alors, quand j'ai publié ces bouquins, je pensais, dans lesquels je montre, par exemple, qu'effectivement, on ne va plus calculer, que bon, toutes ces délégations, cette simplification, etc. La grosse surprise, c'était que je m'attendais que tout le monde allait dire « Me, montre-nous tous tes papiers, me, montre-nous tout ça ». Tout le monde a dit « Ce que Miguel dit, c'est vrai ». Et alors j'ai dit « Ah bon ?» Ils disent « Et alors ?» Vous voyez, c'est ça qu'ils m'ont dit. Et alors? Vous comprenez? Ils m'ont dit, et alors? Voilà, on ne sera plus capable de penser tout seul. On ne sera plus capable de calculer. Les sentiments seront aussi dans un réseau, vous voyez, des contrôles et des modifications. Et ils me disent alors, bon, et alors, comme moi je ne suis pas du tout idéologue, moi tout ce que j'ai dit c'est, effectivement, il y a 2 trucs qu'il faut quand même comprendre. D'une part, c'est qu'on est très très loin d'être en capacité de transférer vers les machines les fonctions vivantes parce que, comme j'ai essayé de vous dire très rapidement, il y a des invariantes du vivant qui ne fonctionnent absolument pas de façon machinique. Donc, il faut faire attention avec cette hybridation-là
Et deuxièmement, c'est sûr qu'il y aura hybridation. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec Jean-Michel Besnier, par exemple, qui est un ami, parce que lui, il pleure un peu l'homme de l'humanisme, avec l'intégrité du corps. Je pense que ça, ce n'est plus possible. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va changer, qui a changé, dans tous les cas, ce que j'ai constaté, et que tous les collègues sont d'accord, c'est que ça a changé. Bon, très bien. Certains collègues, ils ont dit quelle horreur, hein, bon, quand même. Moi, je dis ni quelle horreur, ni chouette, non? Donc la question pour moi c'est l'hybridation est une réalité. Pour le moment l'hybridation se passe avec une colonisation de la part de l'artefact vers les vivants, non? Et sans aucun type de recul. Alors donc la question c'est comment nous pouvons, en repérant, donc le problème c'est pas la machine, vous comprenez pour moi, c'est pour ça qu'effectivement je ne suis pas technophobe du tout. Le problème c'est pas la machine, le problème c'est qu'on est un sacré retard de comprendre la singularité du vivant pour que cette hybridation ne soit pas en dépit du vivant, sans qu'il n'y ait aucun Big Brother derrière. Vous voyez, c'est-à-dire, ça suffit la fascination. Il y a une puissance terrible qui est donnée aux humains, cette puissance-là nous fascine. Et alors, simplement en tant que chercheur, tout ce que je peux dire, c'est on est très 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 loin aujourd'hui d'être conscient de quelle est la différence, par exemple, entre transmission et information, par exemple. Et alors, on mise à toute une pédagogie, par exemple, de l'information, comment faire pour que le monde soit informé, et justement, comme on ignore les dispositifs de fonctionnement organique, on est en train d'oublier la transmission. Bon, ce sont des trucs comme ça que je travaille. Ces trucs-là, effectivement, se heurtent à la promesse messianique du transhumanisme, mais je vous dis, s'il n'y avait que des transhumanistes, ça serait anecdotique. La vérité, c'est que les transhumanistes sont simplement les drapeaux de ceux qui ordonnent toute la recherche aujourd'hui à force de milliards de dollars, n'est-ce pas, qui sont pour déréguler tout mécanisme organique en vue de cette vie post-organique. Bon, très bien. Alors, on va prendre des questions, mais juste avant ça, j'aurais une première question donc pour les deux intervenants. Vous l'avez déjà un peu traité, Miguel. Alors, c'est... en fait, j'aimerais bien savoir si le transhumanisme... Ça conditionne en fait le débat politique de savoir si le transhumanisme, c'est un choix politique ou c'est quelque chose de nécessaire, d'inéluctable. Enfin voilà, je voulais avoir vos avis là-dessus. Est-ce que c'est quelque chose qui, à travers le débat politique, peut être accepté ou refusé, ou si c'est quelque chose qui est dans le sens de l'histoire et qui, quoi qu'il arrive, adviendra, et donc quelque part on n'a pas le choix et on n'a pas à débattre de cette question-là. Donc, de mon point de vue, je crois qu'il est assez largement partagé par les gens qui se réclament du transhumanisme. Finalement, le transhumanisme est essentiellement le résultat d'une prise de conscience. C'est-à-dire qu'un grand nombre de transhumanistes considèrent que l'humain, il est transhumaniste quasiment depuis toujours. Je donne deux exemples très rapides, d'ailleurs qui vont un petit peu dans le sens de ce dont Miguel parlait tout à l'heure, l'extériorisation de tout un ensemble de fonctionnalités. Les transhumanistes, s'appuyant tout simplement sur les paléoanthropologues, eh bien, vont rappeler qu'en quelque sorte, nous avons délégué une partie de notre fonction digestive à une extériorité qui s'appelle le feu et qui transforme chimiquement une partie de nos aliments, qui nous facilite la digestion, qui fait que l'assimilation, par exemple, des protéines est plus rapide. Et il y a des développements, enfin une première scientifique que j'ai vu passer 2-3 idées là-dessus, par exemple, qui estime que l'augmentation, par exemple, du cortex au début de l'hominisation serait fortement liée au changement alimentaire, de type alimentaire, lié donc également à la cuisson des aliments. Nous avons délégué cette fonction qui consiste à nous réchauffer le cœur et autre chose grâce à cette technologie particulière qu'on appelle le vestimentaire, les vêtements. De fait, en effet, au bout de quelques centaines de milliers d'années, eh bien, c'est, semble-t-il, l'une des raisons qui fait que nous ayons perdu notre pilosité. Non, ça c'est la calvitie, c'est là. Voilà notre mode de délégation par la technique. Mais évidemment,
eh bien, Homo habilis n'a pas choisi d'utiliser un brandon enflammé dans le but de modifier sa mâchoire pour faire de la place ensuite à son cortex. Ensuite, on n'a pas choisi d'utiliser, je sais pas, des peaux de bête parce qu'on voulait à tout prix se débarrasser de sa pilosité. Donc ça, c'est mal vu aujourd'hui, on a commencé à se rendre compte de ces potentialités que très très récemment. À mon avis, c'est ce qui justifie le néologisme transhumanisme. C'est-à-dire que depuis une quarantaine d'années pour les plus précoces, on a commencé à se rendre compte que les outils, les techniques et les technologies dont nous nous étions dotés, dont nous étions en train de nous doter de plus en plus, eh bien, elles nous donnaient la possibilité d'intervenir sciemment dans notre propre évolution. Et donc, à partir de là, oui, il y a un questionnement transhumaniste qui amène à se dire on est capable de faire ça, qu'est-ce qu'on fait? Alors, quelle espèce d'humain est-ce qu'on souhaiterait, vers quelle voie est-ce qu'on veut aller? À mon avis, voilà l'optique dans laquelle il est plus exact de se placer, pour répondre, si je réponds à la question. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, parce que vous l'avez déjà évoqué? Moi je pense effectivement que l'hybridation est une réalité, mais en revanche, par rapport à ce que Marc vient de dire, là ça me semble vraiment la folie totale. Parce qu'effectivement, nous sommes, nous en Occident, les contemporains d'une crise totale qui commençait il y a un siècle, en 1900, la crise du socle épistémologique que vous étudiez, que tout le monde connaît, effectivement. Qu'est-ce qu'il dit cette crise? C'est-à-dire, c'est quand tout à coup on s'est rendu compte que les souhaits très dignes, très gentils de Kant, de que l'humanité pouvait advenir à sa majorité, comme il le dit, donc devenir rationnelle, l'idée qu'on peut rationnellement orienter notre vie, c'est casser la gueule. Donc pour aller vite, voilà, la crise de 1900, c'est ça. Alors effectivement, comme tu l'as dit, mais d'abord être un chercheur, moi je suis clinicien, et dans la psychiatrie et la psychanalyse, et effectivement, il faut juste être historien comme Marc ou quelque chose d'autre comme ça pour ignorer ces faits quotidiens de que la raison est quelque chose qui occupe 10%, 5%, 1% des places dans les gestes des gens. Donc, effectivement, c'est-à-dire, il suffit de penser à vous, hein, c'est pas penser à votre voisin, hein, c'est-à-dire, je vais arrêter de fumer, je vais faire la gym, je vais étudier, je vais plus voir Marinette. Vous voyez, les résolutions conscientes. Alors, ce qui se passe, c'est que nous sommes dans une société qui a fait le pari d'une conscience rationnelle pour orienter ses pas, et nous savons aujourd'hui que ce n'est pas possible. Alors ça ne veut pas dire que tout est irrationnel, ça veut dire qu'on a un gros problème anthropologique, historique, épistémologique, c'est de voir quelle est l'articulation de la raison avec l'imaginaire, la pulsion, la passion. C'est notre défi en tant qu'humanité, c'est notre défi. C'est-à-dire, on ne peut pas comprendre, je ne sais pas, mais 99% de nos actes, je ne parle pas des fanatiques de football, des tarés, des allumés, des dieux, non, je parle de nos actes. 99% de nos actes, on ne peut pas les comprendre si on fait le pari kantien de la raison. Kant, c'est pas gouré, Kant, c'est une époque, il faut contextualiser, c'était un pari. Bien. À ce moment-là, il arrive des transhumanistes qui disent consciemment et rationnellement, on va orienter l'évolution. Alors là, effectivement, tout ce que j'espère, c'est que la mode disparaisse, qu'elle passe sans faire trop de bobos. Hein, parce que si consciemment on veut le modifier, vous imaginez, s'il encore... Alors là, le seul problème, c'est qu'ils sont bien loin de Kant. C'est-à-dire qu'ils sont des rationalistes, mais des rationalistes rabais. Alors, si le pari historique, c'est relancer le rationalisme après l'échec, vous comprenez? Parce que c'était une épopée magnifique de l'humanité, cette épopée occidentale de la raison. C'était magnifique. Il a produit des choses magnifiques. Il a produit, par exemple, rationnellement l'Holocauste, a produit les désastres de l'Anthropocène, a produit l'industrialisation folle, la contamination, n'est-ce pas? Voilà. Alors, il ne s'agit pas d'être moraliste. En médecine, on a cru que les antibiotiques, c'était génial. Aujourd'hui, on dit, oh merde, n'est-ce pas? Donc, les problèmes avec la raison, c'est ça, vous comprenez? C'est-à-dire que la raison
d'une façon très raisonnable, je ne fais pas du tout l'apologie de l'irrationnel, hein. L'irrationnel vient tout seul, il n'a pas besoin d'apologie. Raisonnablement, on est dans une époque dans laquelle les scientifiques, les cliniciens, les gens qui ont la main dans les coins buis et pas qu'à la bibliothèque, on se dit, il faut être raisonnablement conscient des limites de la raison. À ce moment-là, il arrive des gens qui disent, on va rationnellement orienter l'évolution. Alors bon, j'espère, quand je suis de bonne humeur, j'écoute ça dans l'oreille clinique. Vous voyez, je me souviens qu'à un congrès qu'a fait Marc, j'arrive et je me suis senti tout à fait rajeuni parce que j'ai entendu quelqu'un qui disait « Mais dans une société transhumaniste, est-ce que j'aurais le droit de mourir ?» Alors je me sentais rajeuni parce que je pensais que j'étais dans les urgences psychiatriques, vous voyez. Et alors c'est le débat des transhumanistes. Est-ce que j'aurais le droit de mourir ou pas? Alors donc, de ce point de vue-là, c'est même optimiste parce que vous imaginez en Afrique aujourd'hui, il y a plein de gens qui ont le droit de mourir à 20 ans, à 15 ans, vous voyez, c'est-à-dire... Donc c'est fantastique. Alors là, oui, c'est pas une question idéologique, là c'est vraiment une question d'une bêtise absolue parce qu'aujourd'hui, à notre société, la seule chose sérieuse, c'est être conscient des limites de cette pédanterie de la rationalité humaine. Bon, très rapidement, parce que je ne veux pas qu'on rentre dans une espèce de dialogue duel, je pense que ce n'est pas ça l'objectif, mais je pense que Miguel, il a raison, complètement raison, de pointer ces risques qui sont, à mon avis, tout à fait réels et qui, d'autre part, travaillent, habitent un bon nombre de transhumanistes. Je pense qu'un bon nombre de transhumanistes doivent se poser ces questions-là. Mais moi, dans tout ça, je veux dire, dans tout le questionnement transhumaniste, personnellement, ce qui m'intéresse le plus, ce sont les neurosciences. Alors, je sors, je sais pas, de la lecture de Stanislas Dehaene, je suis dans la lecture de Miguel Benassayek. Je pense que c'est absolument incontournable. Donc, je suis d'accord avec cette critique, mais tout de même, je pense qu'il ne faut pas non plus tomber dans le piège, c'est-à-dire qui consiste à dire, de la même manière qu'il y a quelques années, on disait, enfin, tout ce que présentent les transhumanistes, c'est juste de la folie furieuse, et Miguel témoigne de ce qu'aujourd'hui, quand même, bon nombre de penseurs se disent, mais non, c'est complètement réel, on y est en fait, on est dans le transhumanisme. C'est pas quelque chose qui est à venir, le transhumanisme, c'est quelque chose qui est en cours. Donc on a déjà fait ces progrès-là, mais je pense que bon nombre de transhumanistes ont également commencé à avoir cette prise de recul, et savent qu'en effet, ça n'est pas la raison, ça n'est pas le choix prétendument délibéré qui seulement nous mène. Simplement, il me semble, Miguel, tu me diras ce que tu penses, que dans notre manière d'essayer d'avoir prise sur le monde, on passe par quelque chose, je vais faire un petit peu de grec, mais il n'y aura pas de souci, on passe par le logos, qui est à la fois la raison et à la fois la parole. C'est-à-dire que quand on essaie de réfléchir ensemble, on essaie d'exprimer, et on passe par un mode de raison. On ne sait pas vraiment faire autrement. Alors effectivement, même ce que nous disons actuellement est motivé par quantité de choses qui nous échappent. Mais en même temps, c'est l'outil en quelque sorte que nous avons à disposition. Parce que sinon, si on renonce même à cette possibilité-là, alors qu'est-ce qu'on fait? On se porte aller, on se laisse aller au gré des flux de capitaux? Non, il ne s'agit pas de renoncer à aucun moment. Il s'agit, tu vois, d'une façon tout à fait gödelienne, tu vois, de pouvoir penser qu'il y a du non-savoir qui n'est pas de l'ignorance. Moi, ce que je pense, Marc, c'est que toi, avec tes soucis très européens par rapport aux Américains, tu devrais parler de hybridation, tu vois, et laisser tomber ces mots-là de transhumanisme qui transportent un messianisme et une charge très très lourde, tu vois, et que si toi, avec tous tes contacts, avec le travail que tu mènes en France, etc., d'une façon plus humble, tu vois, tu dirais, moi en tant qu'historien, en tant que quelqu'un qui voit les mouvements, tu vois, les rapports entre la science, tu vois, si toi, tu disais, je veux que mon institution travaille sur les problèmes de l'hybridation, là, effectivement, on pourrait se séparer des nostalgiques, tu vois, mais des allumés aussi.
Parce que je pense qu'effectivement, c'est ce que dans tous les cas, personne n'a contesté de mes travaux, et ça, les ADN, c'est la base aussi de ça, l'hybridation est un fait. Alors je pense qu'il faut travailler l'hybridation, sincèrement, je te le dis, en amitié, tu vois, ça serait beaucoup plus important, tu vois, si vous pouvez justement dire, on laisse de côté les côtés religieux, transhumanistes, tous ces côtés, tu vois, que ça fait une proximité avec des gens. Je me souviens du congrès que tu as fait, bon, depuis peut-être, je ne sais pas, tu as changé, mais je me souviens, il y avait un Amerloc de la Singularité Université qui avait un médaillon. Non, et c'est pas qu'il avait gagné le pompon, c'est les médaillons des mecs qui disent que si jamais ils meurent, il faut les congeler parce que la science va les faire renaître. Alors donc, simplement moi d'un point de vue médical, vous savez, on est de Saint-Bernard, je te dis, faites attention, avant de les congeler, ne les découpez pas. Hein. Alors donc, effectivement, si tu ne peux pas te séparer de ça, une partie, je te dis vraiment, alors là, comme ça, une partie de ta préoccupation et des gens qui travaillent avec toi, même, je ne me souviens pas, les copains de Jean-Michel, qui travaillent avec Jean-Michel dans le laboratoire, tu vois, un jeune, une partie des gens comme toi, que vraiment vous êtes intéressés par la hybridation, si vous ne pouvez pas vous débarrasser de ces côtés bêtes, irrationnels, tu vois, trop, tu vois, et sincèrement, je te dis, en tant que chercheur, c'est une voie de garage dans laquelle tout ce que tu produis de bon reste contaminé par... tu peux pas, tu vas t'asseoir à côté d'un mec qui dit « s'il m'arrive un accident, mettez-moi en congé », tu vois, ou un autre qui dit on va abolir la mort ». Ah oui, d'accord, ok, bon, et sinon, pour les numéros de l'auto, tu as une donnée, tu as une information, tu vois, moi je pense que c'est ça que tu devrais faire, tu vois, c'est-à-dire dire clairement, et le dire, tu ne vas pas le faire honteusement, dire clairement, je travaille sur une réalité que les gens ont du mal à voir. Quand les gens lisent mon bouquin, les commentaires qu'ils ont, ils disent « Ah bon, mais mon cerveau est... » Et bien voilà, ça tu le vois, tu vois, le cerveau est en train de changer anatomiquement et physiologiquement parce que l'hybridation est un fait. Et quelles sont les conséquences? Mais moi, la seule chose que j'ai à te critiquer, c'est tu as raison de te séparer amicalement, parce que tu es quelqu'un de très gentil, alors que tu te sépares amicalement avec Jean-Michel, mais tu devrais te séparer un peu moins amicalement dans tous les cas, tu vois. C'est pas des bonnes fréquentations, tu vois, je te le dis pas. Il y a tout un débat interne à l'intérieur du mouvement transhumaniste. Il y a des discussions. Alors justement, tu vois, je pense que ça va pas bien avec le mot religion parce qu'il n'y a pas de dogme. C'est des gens qui sont sans arrêt en train de se tirer dans les pattes les uns derrière les uns sur les autres, quoi. Et donc, bon, écoute, moi de mon côté, j'essaie aussi de faire preuve d'ouverture de ce côté-là. Je discute avec Jean-Michel Beignet, très souvent d'ailleurs ces derniers temps, et je discute avec les libertariens avec lesquels je ne suis pas du tout d'accord. Tu vas voir sur le site de l'association Technoprog et tu trouves sur la cryonie, hein, c'est comme ça que ça s'appelle, ce que tu décrivais, une position officielle de l'association française qui dit « Nous sommes très critiques sur la cryonie de manière précise pour telle et telle raison. Nous choisissons de ne pas faire la promotion de la cryonie, mais en même temps, par exemple, la cryogénisation, enfin, qui est une technique purement scientifique, aujourd'hui paraît la meilleure solution pour conserver le plus longtemps possible des tissus biologiques, par exemple. C'est technique, c'est une solution technique, scientifique, c'est technique. Voilà. Et donc, il peut y avoir la recherche pure, hein, de la recherche fondamentale, pour essayer d'améliorer, par exemple, cette technique-là. Il y a des gens qui essaient de cryogéniser sur un certain point des tissus et même des organismes, et puis ils essaient de voir dans quelle mesure on arrive à les ramener à la fonctionnalité. Ben, on le fait déjà depuis longtemps avec des spermatozoïdes ou des ovocytes, et on est bien conscient de ça. Oui, pardon, excusez-moi. Non, juste un détail technique. Non, là, je ne sais pas. Je parle de la base que tu es honnête. Alors donc, je te dis, là, c'est un dérapage. Et congeler des matériels biologiques et réincorporer dans un organisme de matériel biologique, ça n'a rien à voir avec l'effet d'un organisme mort, tu vois. Et que là, il faut que tu fasses attention parce que là, tu vois, c'est des trucs qui. C'est juste pour dire que la position, c'est celle de l'ouverture. Donc, non, ça on n'est pas dans la position, on ne discute plus, par exemple, avec tel ou tel transhumaniste parce qu'ils sont vraiment excessifs. Oui, ils sont excessifs. D'un autre côté, on essaie d'aider à décrypter, c'est-à-dire qu'on sait qu'ils sont souvent dans le slogan. Et donc, on essaie de dire, faites attention, Ray Kurzweil, on en a parlé tout à l'heure, on en reparlera, dit des choses extraordinaires, ça sort complètement, et même, a priori complètement folle. À mon avis, Ray Kurzweil est plus souvent dans le slogan, et ça marche,
terriblement bien, que dans la religion, par exemple. Mais je pense qu'il faut permettre des questions. Alors oui, alors on va ouvrir les questions. Donc on va prendre quelques questions à chaque fois, 2 ou 3. Si vous pouvez vous lever avant de poser vos questions. Donc on va commencer avec tout derrière. Bonjour, moi j'ai une thèse sur le soldat augmenté, enfin le soldat hybride. Je trouve que c'est un angle mort, en tout cas c'est un avancé transhumaniste, peu de texte dessus. Déjà je voulais savoir votre sentiment là-dessus, c'est-à-dire sur le fait que ce soit un angle mort de la pensée transhumaniste. Ensuite je voudrais savoir votre sentiment sur justement le soldat augmenté en lui-même et sur notamment les dangers inhérents à ce type de mise en œuvre. J'en ai parlé récemment par exemple avec Jean-Michel Bénier qui avait assez tranché sur la question. Mais je pense par exemple au système d'interface neuronale et à l'introduction justement de la machine dans la guerre qui est a priori un phénomène très humain finalement et ça peut sur les questions d'empathie et ces phénomènes-là. Voilà, je voulais savoir si vous aviez vous-même entamé une réflexion sur cette question-là et si vous pouvez m'en dire un peu plus, voilà, le sentiment là-dessus. On va prendre une ou 2 autres questions encore. Donc, oui. Donc bonjour, je suis ingénieur en informatique et étudiant en sciences et politiques de l'environnement. Donc ma question, c'est plutôt sur les fondements du transhumanisme. Pourquoi nier la mort, c'est plus une exacerbation d'un tabou occidental pour moi, le fait de nier la mort qui est pour moi un phénomène qui permet la transition des idées, la transition des idéologies à travers les générations. Donc pourquoi nier ce phénomène? On va partir sur ces 2 questions dans un premier temps. Alors donc une question sur le soldat augmenté et une autre question sur pourquoi nier la mort. Marc, vous voulez commencer? Je peux commencer à nouveau. Alors, sur le soldat augmenté, je pense que la position de la quasi-totalité des transhumanistes, pas des ingénieurs de la DARPA ou je ne sais pas, du gouvernement chinois, la position des gens qui se réclament du transhumanisme, de ce mouvement de pensée. Il faut rappeler en fait qu'il se développe essentiellement d'ailleurs dans le monde occidental. On ne voit pas trop de mouvements transhumanistes en Chine ou en Inde ou en Asie du Sud-Est. Les questions que nous nous posons ont l'air de ne guère les préoccuper. Apparemment, il n'y a pas le même cadre intellectuel, le même cadre de valeurs, etc. Des choses qui leur paraissent évidentes, là où nous, ça nous pose de gros problèmes. Dans le cadre du mouvement transhumaniste, une des pierres angulaires, c'est la liberté de disposer de son corps. Si je vais vers des formes d'augmentation, d'amélioration, d'augmentation de mes capacités, parce que je suis pris dans un contexte qui fait que je dois obéir à une injonction qui vient d'une hiérarchie pour aller vers des objectifs qui en fait m'échappent complètement. Je suis complètement en dehors de ce que nous appelons le transhumanisme. Ça ne correspond pas à l'ensemble des textes que vous pouvez trouver, alors là même les plus anciens, parce que ce préalable d'une liberté de disposer de son propre corps est absolument nécessaire. Donc on parle un petit peu d'autre chose, on parle d'une certaine forme d'augmentation humaine, peut-être, mais c'est discutable de savoir, en tout cas, on peut le rattacher au transhumanisme, si on veut, dans le sens de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est quelque chose, une évolution en fait qui est complètement dans l'homme depuis toujours et donc on doit faire des choix. Alors il y a des choix collectifs qui sont faits, par exemple le choix de gouvernement, même en France, pas seulement, on a besoin d'aller chercher aux États-Unis. Il y a eu un numéro d'une revue spécialisée de la défense française qui parlait de l'homme augmenté il y a quelques mois, j'avais vu ça, et donc l'armée française s'intéresse de près à tout ça. Mais ça n'est pas le choix des soldats, je pense, d'aller vers ça, c'est le choix de la hiérarchie militaire, etc. Alors en effet, ça signifie quoi? Ça signifie que toutes ces possibilités, elles nous mettent devant des choix qui sont non seulement des choix individuels, mais également des choix de société. Et que dans certaines logiques, en effet, qui animent les sociétés dans lesquelles nous nous trouvons, poussent vers une certaine interprétation du transhumanisme. Mais j'insiste bien pour dire que ces interprétations-là, qui sont peut-être dominantes, qui sont peut-être celles qui sont en train de s'imposer, qui sont peut-être celles qui sont mues par les forces les plus importantes, les plus violentes de nos sociétés, la logique de contrôle, la logique militaire, la logique de contrôle par d'autres biais, la logique commerciale, la logique de contrôle par
par la logique commerciale, eh bien, tout cela ne résume pas la totalité du transhumanisme. C'est une certaine interprétation du transhumanisme. Et pour terminer, ça me donne l'occasion de dire que la pensée transhumaniste, c'est quelque chose qui est complètement transversal à toute pensée politique notamment. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait envisager un transhumanisme qui soit totalitaire. Je connais des écrits, je connais des sites qui prônent un transhumaniste qu'ils appellent, je vais dire, archéofuturiste, disent-ils, hein, et qui prône un mode de société hyper vertical, hyper hiérarchisé, avec l'ambition de revenir plus de 2000 ans en arrière. Vous voyez, alors, je ne vais pas vous faire plus de publicité sur la question, mais simplement je sais que ça existe, je suis allé lire pour essayer de comprendre. Alors vous, oui, ok, mais alors est-ce que ça veut dire que le transhumanisme c'est forcément ça? Je connais également des interprétations très différentes, très à gauche par exemple, pour aller vers d'autres interprétations du transhumanisme. Vous avez des interprétations libérales, vous en avez de tout ce que vous voulez. Donc, en effet, cette version-là existe. Personnellement, j'ai écrit, c'était un de mes tout premiers articles, il y a 5 ou 6 ans de ça, qui a été publié en tout cas, sur par exemple l'hypothèse du robot militaire autonome, qui est une version, c'est pas exactement comment dire, c'est pas le cyborg ou c'est pas le soldat doté d'un exosquelette ou avec des implants rétiniens pour voir les infrarouges. Mais par exemple, une de mes réponses par rapport à ça, c'était je serais d'accord le jour où le robot autonome sera en mesure de dire mon colonel, je refuse d'exécuter votre ordre et si vous voulez m'y contraindre, je risque bien de retourner mon arme contre vous. Ça serait intéressant de voir un robot autonome dans ce genre de discours, et là où à la limite on pourrait en rediscuter. Alors je ne sais pas si ça répond exactement à votre question. Je suis d'accord pour dire que c'est un sujet qui n'est pas énormément traité par les transhumanistes eux-mêmes, mais encore une fois, le centre de la réponse pour moi, c'est que c'est une interprétation parmi d'autres du transhumanisme que d'aller dans cette direction. Donc Miguel, peut-être j'ai fait exprès de ne pas répondre à la deuxième question. Je voulais intervenir par rapport à la mort. Alors. Par rapport aux soldats augmentés, en ayant été commandant et fait 10 ans de guerre, j'ai trouvé que des combattants diminués, dont moi. Comme j'étais le plus diminué de tous, j'étais combattant. Commandant. Et bien, par rapport à la mort, il y a deux choses. D'une part, effectivement, ça fait partie quand même de cette sorte de je sais pas, tsunami, des paroles comme ça, sans sens, mais très marketing, non? Parce qu'en biologie, la mort fait partie de la vie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'être vivant s'il n'est pas mort. S'il n'est pas mortel, n'est-ce pas? C'est-à-dire la vieillesse, la fragilité de la naissance, les maladies, sont mécanismes de régulation que la vie a toujours opéré comme ça. Les animaux non humains ont leurs solutions, nous on a d'autres solutions qui ne sont pas en soi non plus géniales, n'est-ce pas? Parce qu'effectivement, souvent ce qu'on fait provoque, il y a des effets iatrogènes massifs, etc. Donc moi je pense que voilà, là on se trouve avec un renouveau de la peur, la lâcheté comme ça humaine face à la fragilité, n'est-ce pas? En revanche, ce qui est sûr, c'est que le transhumanisme traîne la plus vieille des pathologies humaines, qui est celle des dégoûts du corps, que Platon, dans la caverne, dans le mythe de la caverne, il présente, quand il dit, vous savez, dans le mythe de la caverne, les esclaves leur cassent les chaînes, sortent, et qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient que le monde de la vérité, c'est le monde des idées, et des idées mathématiques en plus, qui plus est pour Platon, n'est-ce pas? Et les corps, c'est quoi? Dit Platon. Les corps sont corruptibles. Donc les corps sont les simulacres. N'est-ce pas? Alors, ce principe platonicien, il est repris dans tous les monothéismes. Dans tous les monothéismes, il y a un dégoût de la chair, un dégoût du corps, et la vraie vie est au-delà. Moi, je pense que la force, comme ça, non pas le transhumanisme, parce que, par exemple, Laurent Alexandre ne se revendique pas transhumaniste, mais la force de tous ces gens-là qui parlent de vaincre toute régulation, toute limite, etc., et qui récupèrent la force de cette pathologie humaine, de cette haine de la vie. Pour moi, le corps n'est pas corruptible, pour moi, le corps est en devenir. Pour moi, ce qui est vivant est effectivement les espèces et la vie.
je pense quand même que la question, ce n'est pas d'être libre de modifier son corps, mais comprendre que la liberté est assumer des situations qui sont collectives, et pas collectives qu'humaines, hein, écosystèmes aussi à la fois. Donc moi je pense qu'il faut penser la vie comme quelque chose qui n'est pas quelque chose qui pourrait dire je vais mourir, je ne vais pas mourir. La question c'est effectivement tout a du sens parce qu'il y a une limite. Vous voyez? C'est-à-dire, moi j'ai passé effectivement 10 ans en train de faire la résistance aux différentes dictatures, 4 ans en tôle, etc. Pas un seul combat, pas un seul jour de la torture. Rien de tout ça aurait eu du sens si j'avais été immortel, vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y avait du sens parce qu'il était mortel. Donc, le monde illimité, c'est le monde fantasmatique du non-sens. Or, dès l'amibe jusqu'au gorille, à l'éléphant, nous, la vie est un phénomène de, parce qu'elle est limitée, donneuse de sens. Vous comprenez? Donc, et alors là, juste un truc encore pour venir à Kant, parce que Kant est quelqu'un de très très intéressant, bien qu'il s'est mis le doigt dans l'œil par rapport à la raison, n'est-ce pas? Mais Kant, dans l'introduction de la critique de la raison pure, il dit, en parlant de Platon, de la caverne, non? Il dit, il agit comme cette colombe, non? Qui pense que s'il n'avait pas la résistance de l'air, elle pourrait voler beaucoup mieux. Vous voyez? Elle pense elle pense que la négativité, il faut l'éliminer. Bon, s'il n'a pas la résistance, elle s'écrase comme une pizza. Bon, alors, qu'est-ce qui explique Kant après, et que je pense que c'est un truc que vraiment il devrait réfléchir, les collègues chercheurs dans tous les cas, c'est qu'il y a une différence fondamentale entre limite et borne. Les bornes, c'est ce qui va borner la puissance d'agir, et effectivement, c'est là où la médecine a tout à fait intérêt à voir comment on peut vaincre ce qui borne la vie, ce qui empêche la vie de se déployer. Les limites sont la condition de la vie même. Alors, les limites se déplacent. Les limites se déplacent, ne sont pas toujours pareilles, les limites. Mais sans limite, il n'y a pas de vie. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'idéologie dominante de tout est possible, je vous rappelle qu'en épistémologie, si tout est possible, rien n'est réel. Vous voyez, si A et non A est possible, bon, non, épistémologie de base. Alors donc, dans cette idée de que tout est possible, on est en train de prendre comme des bornes à écraser les limites qui protègent la vie. Alors, voilà, alors, comme une fois encore, effectivement, je le travaille ça là où je pense qu'il faut le travailler, c'est-à-dire les mains dans les cambouis. Moi, mon truc, c'est essayer de montrer quelles sont les limites du vivant et des organismes vivants qu'aujourd'hui, dans la fascination de la nouvelle puissance qu'on a, on tend à se considérer comme des bornes. Et je crois effectivement que la mort n'est pas en borne, le vieillissement n'est pas en borne, la sexualité, la sexuation, je veux dire, non, n'est pas une borne, la fragilité n'est pas une borne. Je pense qu'au contraire, la vie est un phénomène qui n'est ni faible ni fort, est un phénomène de fragilité partagée, et partagée avec l'écosystème, non? Très bien. Alors, Marc, pour rebondir sur la question de la mort. Oui, je vais essayer de faire un petit peu vite. La très grande majorité des transhumanistes, encore aujourd'hui, j'espère que ça va durer, même que ça va s'étendre, en fait, ils sont philosophiquement matérialistes. Même aux États-Unis, c'est au moins 60, je sais pas, peut-être 60-70% du mouvement. Il y a un mouvement de transhumanistes chrétiens qui est en train de se développer de plus en plus. Je ne sais pas si je dois dire hélas, mais enfin en tout cas c'est comme ça. En Europe c'est beaucoup moins fort et en France encore plus, ça ne vous étonnera pas, c'est peut-être 90-95% des personnes qui se réclament du mouvement transhumaniste qui se reconnaissent essentiellement dans le matérialisme philosophique. Ouais, mais alors si on se prétend matérialiste et si on veut être un minimum cohérent avec soi, ben, ça veut dire que toute forme de vivant, toute forme de conscience, même si on pousse dans les hypothèses les plus fantasmagoriques, ou non, plutôt je dirais science-fictionnesques, que peuvent véhiculer les transhumanistes eux-mêmes. Ce téléchargement de la pensée, allez-y, je sais pas, on va conquérir l'univers, même plusieurs univers. Dans tous les cas, que ce soit le vivant ou que ce soit la conscience, on a besoin d'un support matériel. Même si, je ne sais pas, dans 100 ans, 1000 ans, 100 000 ans,
on va jusqu'à manipuler bien plus petit que la matière stricto sensu, si on, je sais pas, on manipule les quantas, ce que vous voulez, on sera toujours en train de manipuler quelque chose qui relève de la matière. Il n'y a pas rien au bout du bout. Il y a des infinis, comme disait Miguel. On peut étudier en repérant, plaçant des points pour faire du calcul, mais on sait bien qu'entre deux points, il y a quand même quelque chose d'autre. Parce que si on commence à nier qu'il y a quelque chose d'autre entre les deux points, alors on tombe dans la parfaite métaphysique. À mon avis, si les transhumanistes veulent être cohérents, ceux qui sont matérialistes, veulent être cohérents avec eux-mêmes, ils sont obligés de dire qu'il y a toujours une forme matérielle. Et alors, je dirais que si tout cela repose toujours sur une forme matérielle, sur un substrat, sur un support, eh bien, ce support, il ne peut jamais savoir s'il serait immortel ou pas immortel. Ou plus exactement, dans la logique du vivant, je tendrais à penser que le jour où il commence à se sentir immortel, c'est là qu'il a toutes les chances de se casser la pipe. Parce qu'il devient hyper fragile, c'est-à-dire qu'il nie l'inconnu autour de lui. S'il est cohérent, il sait qu'il ne sait pas. Il sait que, aussi lointain qu'il ait pu développer son substrat matériel, même si sa conscience repose sur 10 000 galaxies, ou même dans 4 ou 5 univers et au-delà, poussé plus loin, eh bien, il sait qu'il y a des éléments physiques qui lui échappent et qui, donc, il peut disparaître. Une galaxie peut disparaître. Une galaxie, d'après ce que nous disent les scientifiques, d'après ce que nous disent les astrophysiciens, a une naissance et a une mort. Et notre univers, le seul qu'on connaisse à peu près, enfin un petit peu jusqu'à présent, eh bien, autant qu'on l'observe, on a bien l'impression qu'il a un commencement et que ce qui risque d'en rester dans 13 ou 14 milliards d'années, ça risque d'avoir les transhumanistes, ils vont rester vivants sans galaxies, c'est une horreur. Alors, tu connais les théories de Max Born sur l'idée de l'extropie, donc l'idée que dans un très 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 lointain futur, on arrive à contrôler même les forces de l'entropie jusqu'à non, j'ai pas le temps de dire la science-fiction. C'est de la science-fiction. Mais c'est en même temps une manière de se projeter. Mais ce qui me semble important dans tout ça, pour ne pas perdre sans état, c'est que l'idée, une idée de l'immortalité, à mon sens, elle est complètement contradictoire avec un transhumanisme matérialiste. Elle ne peut aller qu'avec un transhumanisme métaphysique, alors religieux, oui, dogmatique, qui croit qu'un beau jour, il va contrôler la totalité. C'est-à-dire, il va être Dieu, quoi, hein, au sens global. Mais encore une fois, je vous le dis, c'est pas du tout la grande majorité du mouvement transhumaniste. Et donc, faites bien attention, quand vous entendez des Laurent Alexandre, ou quand vous lisez La mort de la mort, Laurent Alexandre, je déjeunais avec lui il y a une semaine, c'est un slogan publicitaire. D'accord? Et c'est tout. Donc, il n'est pas question de nier la mort. Vous voyez, mon ami, l'angoisse existentielle, elle a de beaux jours devant elle. Il n'y a pas de souci à se faire de ce côté-là. Donc, voilà. Ce qui me semble important, en effet, c'est avec Miguel, de dire qu'en effet, il y a... Alors, tu dis d'abord, moi je dis, il me semble que limite, limes, c'est la muraille romaine qui a un petit peu de mal à se bouger toute seule, quand même. Il me semble que pour moi, c'est plutôt l'idée de frontière qui correspond à la membrane qui permet l'homéostasie, qui définit un petit peu le vivant. Ancien et de la biologie, c'est pas une muraille romaine. Non. C'est des limites de fonctionnement qu'il faut respecter. Toi, tu es un transhumaniste honteux. Non, pas du tout, je suis un transhumaniste qui non, écoute, c'est pas honteux du tout parce que j'assume quelque chose qui me semble complètement essentiel au transhumanisme, à savoir qu'il y a justement tout un ensemble de limites que les humains, que la science ont posées, en tout cas ils ont posé des discours sur le réel qui ont tendance à tracer des limites en prétendant qu'elles étaient immuables et que, on est d'accord qu'elles ne sont pas immuables, mais il y a une prétention du discours à dire qu'elles sont immuables. Par exemple, que l'animal, ça n'est pas l'humain, que la machine, ça n'est pas aucune de ces limites-là qui ont structuré des recherches sont des murailles. Il y a un biologiste, un botaniste italien très intéressant, par exemple, qui travaille sur la neurophysiologie des plantes. Non, et vraiment travaille dans la neurophysiologie des plantes. Alors, d'abord, j'ai été un peu étonné, effectivement, parce que la neurophysiologie des organismes sans système nerveux. Mais donc, c'est pour dire que les limites bougent. Mais les pas de limite, c'est une folie.
Mais je suis d'accord, mais il me semble que pour bien le comprendre, il faut avoir à l'esprit que les limites dont nous parlons, ce sont toujours des horizons. C'est-à-dire, l'horizon, c'est cette limite pour laquelle il suffit de faire un pas pour qu'elle recule. Non, mais attends, mais par exemple, tu vois, quand tu travailles dans les transgéniques, tu vois, les limites, c'est pas un horizon, tu vois, c'est-à-dire dans les transgéniques, dans l'OGM, au-delà de certaines manipes, si tu veux, la terre dans laquelle sont plantées, tu vois, c'est-à-dire qu'il y a des non-viabilités constatables en laboratoire, tu vois, c'est-à-dire les limites, c'est pas que des horizons lointains, c'est des non-viabilités concrètes. On va reprendre, cette discussion est passionnante, mais je crois qu'il y a pas mal de questions dans la salle, donc on va en prendre quelques-unes. Merci. Merci pour vos interventions. Alors j'aurais aimé, dans la communauté de la première question, avoir votre position et votre avis, donc les deux s'il vous plaît, mais peut-être de manière rapide si on veut entendre les autres, sur l'augmentation humaine, mais de l'individu, qu'elle soit interne ou externe. Et est-ce que vous pouvez la considérer comme l'exercice d'un droit subjectif fondamental? Et donc si oui, pourquoi? Et sinon, pourquoi pas? D'accord. Deuxième question. Oui, alors moi je voulais rebondir sur le fait qu'il n'existe pas de vie sans mort. Et avant que la mort soit supprimée, si on considère que lutter le transhumanisme, c'est d'allonger quand même la vie, dans quelle mesure vous considérez que le transhumanisme est compatible avec la durabilité des ressources naturelles? Parce que si on est énormément sur Terre, mais qu'on continue à se reproduire, mais qu'on vit très longtemps, je crois qu'il va y avoir un problème. Enfin, j'ai l'impression. On avait parlé avant du transhumanisme décroissant, justement. Une troisième question. Oui, que vous le levez, s'il vous plaît. Oui. Oui, donc du coup, je voulais revenir sur ce dont vous parliez tout à l'heure à propos de Kant, un petit peu d'un retour du rationalisme, parce que c'est justement quelque chose, par exemple, qui est partagé par James Hughes, qui a eu le privilège du coup de l'interviewer et de lire son livre, et du coup, il parle du coup du transhumanisme comme un petit peu une nouvelle idéologie des Lumières contemporaine. Et du coup, je voulais avoir votre avis à tous les deux sur quel doit être le rôle de l'État justement pour éviter que l'arrivée du transhumanisme, parce qu'il va arriver, augmenter les inégalités en fait, entre les personnes. Voilà. D'accord, donc trois questions. Une sur l'augmentation de l'individu, une autre sur l'écologie et donc sur le transhumanisme comme nouvelle idéologie des Lumières. Qui veut commencer? Moi, de façon un peu amalgamer les trois questions. D'abord, effectivement, pour moi, la liberté, pour dire, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, ça signifie la possibilité pour chacun de nous d'assumer les défis de l'époque et des situations. Je ne pense pas que la liberté soit faire ce que je veux. Moi, personnellement, en Argentine, je n'ai pas fait ce que je voulais en résistant. N'est-ce pas? C'est-à-dire, la seule façon d'être libre, c'était d'assumer la situation. Donc, l'individualisme actuel fait oublier un tout petit peu que la liberté, ce n'est pas quelque chose qu'on possède individuellement comme une applique dans les portables, n'est-ce pas? Que la liberté, c'est quand même quelque chose qui implique instantanément de pouvoir assumer ce qui se présente à nous, n'est-ce pas? Alors, ma position philosophique, éthique et pratique est celle-là. C'est-à-dire, donc, le problème, ce n'est pas aujourd'hui augmenter l'individu. En revanche, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit. C'est-à-dire, si 1000 cons vivaient 1000 ans, n'est-ce pas, ils se bouffent l'Afrique. Vous voyez? Donc, il n'y a pas d'augmentation sans apartheid. N'est-ce pas? Alors, donc, effectivement, cette idée de qu'on augmente. Alors, moi, dans une discussion avec Laurent Alexandre, qui est sur Internet, vous pouvez voir, je lui dis, mais écoute, mais je ne comprends pas. Et alors, où tu vas les mettre, tous ceux-là? Il dit, on va conquérir les planètes. Il dit, ah, très bien, si tu vas conquérir les planètes, écoute, alors là, tiens, je te médique un peu plus, parce qu'il me semblait que j'étais un peu faiblard, non? C'est-à-dire, on va conquérir les planètes, des conneries comme ça. Alors, effectivement, si nous, en revanche de ça, on peut aller vers un tout petit peu ce dont il faut, moi je pense qu'un mot très peu scientifique et très bête, moi je pense que le défi pour notre société, c'est un peu de sagesse, vous voyez, un tout petit peu de sagesse,
dans le sens de revoir quelle est la place de l'humain dans un écosystème. C'est revoir, c'est-à-dire quelque part finir l'exil de l'homme qui se voulait sujet par rapport au monde objet. Je pense que ce qu'il faut, c'est un tout petit peu d'une sérieuse sagesse scientifique et rationnelle, dans laquelle justement il s'agit de voir que les limites, c'est-à-dire les limites, ce n'est pas l'horreur, au contraire, c'est-à-dire la possibilité de se savoir limiter, c'est ce qui donne la illimitation par l'effet de donner, vous comprenez, de transmettre. Vous voyez, c'est-à-dire transmettre la vie, transmettre des savoirs, transmettre des choses, vous comprenez? Alors, c'est là où il y a cette transmission. Et je vous rappelle comme ça, si vous avez un peu étudié Spinoza, je ne sais pas comment on étudie ici philosophie ou pas, Spinoza, il dit, l'immortalité est une folie, mais l'éternité, non. Pourquoi? Parce que l'éternité, c'est justement ce qu'on peut expérimenter dans des situations concrètes. Vous comprenez? Cette illimitation de la joie, comme on dit Spinoza. Moi, sincèrement, je sais que ça ne fait pas très scientifique, mais je vous assure que je le travaille aussi scientifiquement. Il y a quelque chose, une traduction très concrète et scientifique de ce que je vous dis là, qui est la question d'une pensée en termes de système où l'homme n'est pas le centre des dispositifs. Si l'homme est le centre des dispositifs, ça va mal. Mais si l'individu est le centre de l'individu, c'est l'horreur. Vous voyez? Alors, moi, je pense que c'est avec joie qu'il faut se rendre compte que ces délires d'augmenter ma liberté individuelle, de ne pas mourir, de ne pas vieillir, je pense que vraiment, sincèrement, et cette fois-ci sans aucun type de blague, dans la psychiatrie, c'est ce qu'on voit quand quelqu'un est dans une sorte de délire, de panique comme ça, et qui ne peut pas accepter qu'il est mortel, qu'il est sexué, qu'il est faible, vous voyez, la seule réalité, vous voyez, Bachelard, il parle beaucoup du nid, vous voyez, c'est une image de Bachelard, le nid, vous voyez. Moi, ce que je constate dans ma vie clinicien, scientifique, tout ce que vous voulez, c'est que la vie, c'est comme le nid, vous voyez, un nid dans un arbre. Il n'y a rien de plus fragile. Sauf que le nid, pour les oiseaux qui sont dedans, est suffisamment solide comme pour grandir, se développer et se reproduire. Eh bien, moi, je pense qu'on a tout à fait intérêt à adhérer à une éthique des nids et non pas à des buildings en acier, vous voyez. Alors, là, c'est une question de courage. Sincèrement, la seule chose qui n'a pas changé jamais dans ma vie, c'est que je me suis rendu compte qu'il fallait avoir un tout petit peu de courage pour vivre. Oui, parce que si on n'a aucun courage, si on meurt de peur et on dit, le premier idiot qui apparaît en disant tu ne seras pas malade, tu ne vieilliras pas, tu pourras... Les premiers idiots l'emportent, vous voyez. Et je vous rappelle que la métaphysique a deux versions, contrairement à ce que Marc dit, a une version religieuse et une version matérialiste. Il existe une métaphysique matérialiste aussi, qui consiste à croire que les algorithmes sont la vérité, par exemple. D'accord. Je me permets de répondre un chouïa plus longuement parce que je n'avais pas vu. Donc, je vais essayer de reprendre quand même ces différentes questions. Il y en a fait, ou je ne sais pas, parce que là, on est essentiellement sur la première. D'abord, pour repartir de ce que vient de dire Miguel, je pense qu'il est quand même tout à fait important de garder à l'esprit que si les transhumanistes, en effet, parlent beaucoup de techniques, parce que c'est un petit peu leur fond de commerce, quoi, si vous voulez, hein, c'est ça qui les a fait émerger, donc c'est ça qui les distingue le plus, eh bien, ça n'est pas pour autant qu'ils balaient tout ce qu'il y a d'autre dans l'humanité. C'est-à-dire que, pour le dire autrement, dans transhumanisme, d'abord, il y a humanisme. Et donc, les transhumanismes ne parlent pas du tout de se passer de la transmission, par exemple, de l'éducation, de la philosophie, de la culture, ni de l'État ou de la loi, ou en tout cas pas tous. On a des transhumanistes qui sont en effet minarchistes, voire pisres, qui veulent se débarrasser de l'État, et on en a d'autres, par exemple des technoprogressistes, qui appellent vigoureusement à un retour de l'État, pour commencer à parler un petit peu de la deuxième question. Donc, je pense qu'il y a tout à fait possibilité, en quelque sorte, d'intégrer ce que propose Miguel Benassayag maintenant dans une pensée, dans une interprétation particulière du transhumanisme. J'espère que non. Hein.
On en verra. Je donne un exemple un petit peu concret, en essayant de répondre à la question de la durabilité. Oui, en effet, il y a un transhumanisme écologiste, par exemple, qui pousse à réfléchir à la possibilité de permettre une continuité de cette transition perpétuelle de l'humain, qui puisse permettre cette prise en main, en prise en responsabilité, d'assumer cette responsabilité, d'aller vers une auto-évolution de l'humain, tout en étant attentif et en garantissant le mieux possible le vaisseau spatial dont on est bien incapable auquel on est bien incapable d'échapper, ou dont on est bien capable de se sortir pour l'instant, continue à aller le mieux possible. Parce que, en effet, c'est bien beau, moi je suis tout à fait favorable à la recherche spatiale, mais de notre côté, là aussi, ce que nous disent tous les scientifiques qui sont dans la recherche spatiale, qui sont un minimum sérieux, c'est que, ne serait-ce que d'aller sur Proxima du Centaure, pour l'instant on a juste 0 hypothèse qui peut solide qui nous permettent de l'envisager. Donc il est évident qu'il faut d'abord se préoccuper, si on veut parler de transhumanisme sur Terre. Alors, en effet, oui, dans le cadre du développement techno-scientifique et économique actuel, le transhumanisme, il n'ira pas plus loin que l'humain, quoi. C'est pas compliqué. S'il n'y a plus d'humain, il n'y aura pas de transhumain non plus. Du coup, ça pousse les transhumanistes, encore une fois, je pense ceux qui sont cohérents avec eux-mêmes, à envisager d'aller, à mon avis, jusqu'à dire il faut que le transhumanisme soit capable de s'adapter même à une situation où l'économie, la technologie pourrait connaître une phase de recul, comme certaines civilisations en ont connu. Et par exemple, je disais tout à l'heure, il y a à peu près une paire d'années, un peu moins, 1 an et demi, j'ai commis un article qui était intitulé « Transhumanisme et décroissance ». Alors ça fait bondir certaines des personnes que je connais qui sont chez les décroissants, les rédacteurs du journal. Mais je leur ai dit, écoutez, parallèlement à tout ça, moi personnellement, je donne des sous à Casseurs de Pub, qui est en fait l'association dont vous dépendez et qui vous finance. Donc il y a des transhumanismes qui financent les décroissants. Alors, ça les perturbait un petit peu. Et pourtant, dans l'article en question, j'essaie de montrer qu'au contraire, il y a un certain nombre d'hypothèses transhumanistes qui pourraient, pardon, ça veut dire qu'il faut vraiment que je me taise, qui pourraient faciliter la décroissance, c'est-à-dire donner des solutions aux problèmes que vous posiez, à la question que vous posez, à savoir celle de la durabilité. Et donc ces mêmes transhumanistes, par exemple, je l'ai dit, j'insiste pour répondre un petit peu, pour aller vers la troisième question, mais Miguel pourra revenir dessus. Pour que tout ça soit envisageable, à notre sens, il est indispensable que l'État, la collectivité, reprenne très fortement la main, parce que le système actuel, en effet, il est dans une interprétation du transhumanisme qui nous mène peut-être bien, voire le plus probablement, au pire. C'est bon, donc on va prendre quelques questions supplémentaires. Bon, en fait, j'avais une question qui s'adressait peut-être plus à vous, monsieur Roux. Vous semblez critiquer pas mal la présence du capital, enfin, en tout cas, mais est-ce qu'au fond, les innovations transhumanistes auxquelles on pense, qui sont très intensivement capital, ne sont pas indissociables justement de la présence d'entreprises qui poussent à apporter ce capital? Est-ce qu'au fond, il n'y a pas une inéluctabilité dans l'omniprésence de ces GAFA sur ces questions-là? Oui, la question derrière. C'est sur le rôle de la société, puisque vous avez dit que, si j'ai bien compris, sur la notion de corps, la liberté de disposer de son corps, ou bien le corps c'est moi-même, donc je l'assume, puisque le corps est l'interface avec les autres. Dans l'hybridation, qui abstrait un peu l'interface avec les autres, quel sera le rôle de la société, ou bien la possibilité de société, puisqu'il n'y a plus de possibilité de lien concret avec les autres, ou bien de besoin des autres, de besoin de dépendance par rapport à l'écosystème, ou bien de dépendance par rapport aux autres.
Voilà, je voulais savoir dans l'hybridation, quelles étaient les implications pour la notion de société. On va partir sur ces deux questions. Je vois, ça t'inspire. Peut-être je peux commencer par répondre donc sur l'hypothèse ou l'idée ou l'impression que le transhumanisme serait indissociable du modèle capitaliste et néolibéral dans lequel il a émergé, au sein duquel il a émergé de manière toute évidente, très évidente. Personnellement, je n'adhère pas du tout à cette impression-là. Je pense que dans l'histoire humaine, le capitalisme est un temps, une époque. Je pense que la version dans laquelle il se développe actuellement depuis, disons, au moins une quarantaine d'années, correspond également à un temps particulier. Et j'aurais tendance à penser, je sais pas, j'oserais dire avec Marx, quoi, que justement les conditions de production dans lesquelles il s'est développé peuvent transformer tout cela, bouleverser tout cela, et peut-être de manière très rapide. On verra bien ce que ça va donner dans les décennies à venir, mais il n'est pas dit du tout, me semble-t-il, que le modèle qui nous paraît évident, tellement évident, qu'on n'arrive pas à imaginer autre chose, on n'arrive pas à concevoir que notre économie, que nos sociétés fonctionnent différemment, et bien que tout au contraire, ces bases soient tellement chamboulées que donc il n'en reste plus grand-chose qu'on puisse reconnaître comme ce capitalisme néolibéral. Alors, il y a les forces et la logique interne à la technique, par exemple, au mode de production, mais il y a aussi des forces politiques. Et il me semble que les forces politiques qui se sont orientées d'une certaine manière depuis, disons, ces 40 dernières années, eh bien, rien ne dit qu'elles continueront à évoluer dans la même direction. Alors, à partir de là, simplement, moi et, je dirais, enfin, les technoprogressistes en général font un choix, ils essaient en tout cas de faire un choix, conscient ou pas, ça je sais pas, ça dépend de chacun, mais ils essaient de faire un choix et qui est celui de se dire il y a moyen de continuer à développer une forme de transhumanisme qui ne soit pas forcément mue, en tout cas que par cette logique-là, la logique du développement capitaliste par exemple. Alors après, vous pouvez avoir toutes là aussi les interprétations. Moi, personnellement, je tendrais à dire que l'initiative individuelle est nécessaire, parce que justement, quand même, il y a quelque chose, qui fait partie du vivant et qui définit un individu également, et donc c'est sans doute une force nécessaire, mais en même temps, oui, il y a également un contexte social, je veux dire, là aussi à l'échelle du vivant ou à l'échelle des personnes, et que cette échelle-là, elle a aussi quelque chose à dire. Moi, j'ai vraiment l'impression que l'interprétation du transhumanisme qui domine aujourd'hui et qui peut-être nous envoie dans le mur, eh bien, elle est essentiellement dépendante de ce rapport de force politique qui s'est développé ces dernières décennies. Voilà. D'accord. Non, par rapport à la question politique, je crois quand même que les forces de gauche qui critiquent le néolibéralisme, l'ordre injuste, on sait que comme nous qui considérons qu'il y a un ordre injuste dans le monde, n'est-ce pas? Ils sont en temps de retard par rapport à la pensée de la technique, qu'effectivement Marx ne pouvait pas prévoir ce qui allait se passer avec cette révolution digitale, avec la haute technologie, etc. Et que effectivement aujourd'hui le problème c'est que les modèles dans lesquels les gauches, mes amis en Argentine, en Amérique latine sont piégés, mais c'est un piège mortel, c'est il faut la croissance pour distribuer, n'est-ce pas? Et le problème, c'est que effectivement, c'est très difficile de dire à un monde d'une favela non, attends, on ne va pas adhérer à la croissance parce que c'est très dangereux, je ne sais pas quoi. Mais c'est un vrai défi pour la gauche. C'est un vrai défi pour la gauche
de pouvoir penser une croissance alternative dans tous les cas, ou la distribution. Bon, alors c'est très très compliqué parce que par exemple en Argentine, le gouvernement de Néstor Kirchner et de Cristina Kirchner, qui sont des gouvernements, comme vous voudrez, corrompus ou pas corrompus, mais de gauche et vraiment du côté populaire, dans leur schéma était le productivisme, l'extractivisme. Ils sont détruits par exemple des zones entières du nord-ouest en mettant des mines à ciel ouvert d'uranium pour se extraire de l'or. Ils épuisent toutes les nappes phréatiques, ils transportent des glaciers entiers pour les mines, n'est-ce pas, et les OGM. Bon, ils ne font pas ça par méchanceté aucune, ils font ça parce qu'ils ne connaissent pas un autre schéma, un autre modèle, un autre paradigme de la justice sociale que celle de développer la production pour distribuer. Et c'est très très compliqué, mais moi je pense qu'effectivement tous les technophiles fous, ils sont absolument dans les schémas voie sans issue, et qu'au contraire, c'est-à-dire c'est pour la gauche, un défi c'est de coloniser la technique à des fins de justice sociale, et justement laisser de côté tous ces trucs de transhumanisme, de vaincre la mort, de vaincre les maladies, de conquérir tous ces trucs-là qui sont des préoccupations des nantis occidentaux. Sincèrement, la gauche devrait essayer de penser, vraiment de penser sérieusement la question de la technique. Donc là, je crois qu'on va se faire chasser par oui. les apparaîteurs. Donc, on va conclure sur cette colonisation de la technique au service du progrès social. Merci à tous d'être venus, merci aux intervenants.